Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la ville de Douala sera-t-elle le théâtre d'une défiance populaire de l'opposition malgré l'interdiction de leur meeting suivi d'une marche? Le SDF, accompagné de plusieurs partis politiques et la société civile, réaffirme leur détermination à manifester pacifiquement demain samedi. Face à eux, l'autorité administrative sort les muscles et les gardiens de la tradition Sawa s'en mêlent pour contrecarrer ce meeting du SDF au nom de la préservation de la paix et la cohésion nationale. Un an après la catastrophe ferroviaire d'Ezeka, cet épisode douloureux reste vivace dans la mémoire des victimes rescapées et des nombreuses familles ayant perdu des proches. Leur vie a basculé dans un enfer tragique où des nuits cauchemardesques s'enchaînent avec le cœur meurtri d'injustice. Ce soir, Equinox Télévision vous transporte sur les rails d'un drame national. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. L'interdiction du meeting et de la marche du SDF n'a pas ébranlé la détermination de plusieurs partis politiques de l'opposition et la société civile à manifester leur soutien aux populations des régions anglophones. Dans les différents bastions politiques, les leaders se préparent à une mobilisation pour demain samedi dans les artères de la ville de Douala, mobilisation pacifique, disent-ils. Cependant, cette attitude va-t-en-guerre de l'opposition malgré l'interdiction du meeting ne fait pas l'unanimité. D'aucuns estiment que cette attitude de défiance risque d'embraser la ville de Douala. Reportage Innocent Abega et Sylvestre Hippolyte Zangaou. Convaincu par la détermination de Jean-Michel Nitieux d'organiser le meeting du SDF ce samedi à Douala, Edith Kawala du CPP, Dieudonné Yebga du Maniden et Alexis Ndema de l'UPC des Fidèles maintiennent leur participation à cette manifestation publique malgré son interdiction par le sous-préfet de Douala Ier. Le RDPC a marché le 1er octobre pour l'unité du Cameroun. Il n'est pas question que 21 jours plus tard, un autre parti politique décide de marcher pour l'unité nationale et que tout d'un coup ça devienne impossible dans le même pays. Donc, le SDF a décidé de maintenir son grand meeting et sa marche. Nous, au niveau du CPP et au niveau de la plateforme Stand Up for Cameroun, nous avons décidé de maintenir notre soutien. Le contexte que nous connaissons aujourd'hui demande plutôt des gestes d'apaisement. La réaction de M. le sous-préfet et de l'ensemble de l'administration par rapport au meeting de samedi est une régression assez dangereuse parce que nous allons avancer. Chacun sera responsable de ses actes devant une situation comme celle-là. Et nous disons non, le Manidem n'est pas solidaire à la position du sous-préfet. Nous sommes par contre solidaires à cette marche que le SDF a organisée. Donc nous avons signé notre soutien à cette manifestation-là. Pour Albert Diongan, le président de la Dynamique, c'est cette attitude de va-t-en-guerre qui a participé à donner des arguments à l'autorité administrative pour interdire la marche et le meeting. Le ton qu'a utilisé les gens avant ce meeting, c'était un ton guerrier. D'autres ont profité pour se mettre en exergue. Nietzsche ne contrôlait même plus rien. Je ne suis pas sûr que certaines paroles entendues à travers l'organe de presse ont été faites avec son accord. Donc il faut vous méfier des récupérateurs qui peuvent être même de ce qu'on appelle des indiques, des gens qu'on introduit pour vous faire mal. Cet argument est non fondé, affirme Serge Espoir Matomba du PURS. Je crois qu'on ne peut pas être sérieux quand on dit qu'on gouverne le pays en se fiant au dire des uns et des autres sur les réseaux sociaux. Lorsqu'on parle de changement de l'objet de la marche, qu'est-ce qui s'est passé? Ou alors de la manifestation? À quel moment est-ce que cela a changé? Donc nous disons, rien n'est prouvé que cette manifestation aura pour objectif la déstabilisation du pays. Albert Diongan ajoute qu'organiser un meeting sous le prétexte que le RDPC en a fait autant
Manque de consistance, vu son statut de parti au pouvoir. La solution pour le président de la dynamique, c'est l'unité de l'opposition pour la force de ses actions. J'ai entendu les gens dire, quand le RDPC a fait son meeting, on n'a rien dit. Mais le RDPC n'est pas un parti politique. Le RDPC est un démembrement de l'administration. Ce sont les administrateurs qui sont venus défendre leur gâteau. Alors quand les partis politiques comme le SDF, PPP, CPP, la dynamique veulent parler, qu'ils ne se comparent pas à ce qui n'est pas parti politique. Donc je conseille à ceux qui réussissent à avoir un papier de gouvernement, de savoir que quand le gouvernement tend de la main gauche, la main droite est prête à arracher. Si vous n'êtes donc pas intelligent, il faut vous en prendre à vous-même. Parce que vous ne pouvez pas, au sortir de la réception d'un récépissé, dire que vous venez de braver, ramener tout. Il faut qu'on apprenne maintenant à se concerter, à se mettre ensemble, pour enfin amener le peuple dans un élan pacifique. Le sous-préfet de Douala Ier affirme que les autorités de la ville de Douala ont pris les mesures nécessaires pour éviter toute manifestation ce samedi 21 octobre 2017 dans la capitale économique du Cameroun. Des gardiens de la tradition Sawa sortent de leur réserve pour contrecarrer ce meeting politique du SDF prévu initialement demain samedi dans la ville de Douala. Réunis au sein du Ngondo, ces chefs traditionnels approuvent l'interdiction de ces manifestations politiques. Ils affirment militer pour la paix et un dialogue constructif dans le cadre de la crise anglophone. François Dikoumé et Donald Anouzwa. L'Assemblée traditionnelle du peuple Sawa approuve l'interdiction par le sous-préfet de Douala Ier de la marche du Social Democratic Front initialement prévue le samedi 21 octobre. Le Ngondo rejette avec la dernière énergie les tentatives de certains partis politiques tendant à exacerber la situation déjà si douloureuse vécue par nos compatriotes des régions du sud-ouest et du nord-ouest, et visant à susciter, voire étendre un climat de remous sociaux dans la paisible et hautement délicate métropole économique. Pour le Ngondo, il n'est pas question que les formations politiques, au nom de la crise anglophone, entraînent Douala dans le chaos. Les revendications de nos concitoyens des régions anglophones nous interpellent tous et méritent notre attention de tous les instants. Loin de toute agitation frénétique, surenchère, manipulation ou récupération, Douala a tant et tant besoin de paix, d'ordre et de cohésion et ne saurait à aucun prix se laisser entraîner dans une spirale incontrôlée et incontrôlable de tensions préjudiciables à tous. La sortie médiatique du Ngondo est aussi une invite à la paix adressée à toutes ces communautés qui font le charme de la diversité culturelle de la capitale économique. Le Ngondo invite toutes les populations de cette agglomération, toutes origines confondues, à privilégier sans relâche la paix. Douala doit rester la capitale de la paix et de vouloir vivre ensemble dans l'ordre et l'harmonie. Le communiqué ainsi rendu public porte les signatures de tous les chefs traditionnels du Ngondo. Et suite à l'escalade de ces tensions et violences survenues le 22 septembre et 1er octobre dernier dans les régions anglophones, un collectif d'avocats placé sous la conduite de Maître Congo Félix Agbor révèle qu'ils ont réussi à obtenir la libération sous caution d'environ 200 personnes qui avaient été interpellées et placées en détention dans les régions du sud-ouest principalement, et environ 400 autres personnes sont encore en détention dans le sud-ouest, selon ce collectif d'avocats qui précise qu'il y a parmi ces personnes en détention des mineurs, des femmes et des personnes âgées. Et sur le théâtre de la crise anglophone, une bombe artisanale a été désamorcée dans un établissement confessionnel presbytérien situé à Bamenda. La découverte de cette bombe artisanale a sémé la panique parmi la population et la communauté éducative. Reportage Stellambou et Julingue Nyandé. Grande panique dans la ville de Bamenda ce 20 octobre 2017. Une bombe a explosé
à proximité du Presbyterian Comprehensive Secondary School, établissement scolaire situé dans le chef-lieu du département de la Mézam, région du Nord-Ouest. This morning at 6:15 a.m. when I arrived at campus. Ce matin, quand je suis arrivé à l'école, il était 6h50. Le portail était fermé, même les salles de classe. C'est un collègue qui m'a expliqué qu'il a découvert un sac avec un objet bizarre, lumineux, à l'intérieur. L'objet placé à l'entrée de l'école lui a paru suspect. Et c'est ainsi qu'il a appelé la police et ils sont venus désamorcer la bombe. On a renvoyé les enfants chez eux, tout en leur demandant de revenir lundi, le temps que le calme et la sérénité reviennent. L'engin a été prudemment déclenché par les forces de sécurité, sans faire de victimes. Cette situation a plongé habitants, enseignants et élèves dans une profonde psychose. Je suis arrivé vers 6h30 à l'école. J'ai été surprise de voir les hommes en tenue partout. On leur a demandé pourquoi ils étaient aussi nombreux à l'école. Ils nous ont répondu qu'il y a une bombe qui a été découverte à côté. Et nous avons tous commencé à paniquer, mes camarades et moi. Les parents d'élèves, aussitôt alertés, ont accouru dans l'établissement scolaire pour ramener leur progéniture. Dans le reste de l'actualité, le sulfureux directeur de publication de la Tribune de l'Est, Chantal Roger-Tuilé, a été la cible d'une tentative d'assassinat dans son domicile situé dans le 3e arrondissement de Yaoundé. La scène se déroule dans la nuit de jeudi à ce vendredi. Des individus cagoulés ont pris d'assaut sa résidence après avoir essayé en vain de casser sa porte principale. Ils ont mis le feu sur son véhicule. Ensuite, ils ont fondu dans la nature. La famille de Roger Chantal Tuilé est traumatisée. Le récit des faits avec Marcelin Gansop. L'état du véhicule en dit long sur la gravité de l'attaque dont Chantal Roger Tuilé a été victime dans la nuit de jeudi à vendredi à son domicile. Cela s'est passé exactement à 2h30 ce matin, cette nuit. Je suis couché et je n'ai pas sommeil. J'ai la grippe, comme vous sentez par ma voix. Quand j'entends dehors, poum, 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 des gens qui sautent, vous voyez le mur, ils sautent de là. Je viens et les chiens aboient, parce que la nuit on a coutume de détacher les chiens. Et les chiens qui aboient, qui courent dans tous les sens, Je vois une grande flamme. Je viens donc, j'allume dehors, je crois qu'ils ne savaient pas qui a l'allumé, parce qu'il y en avait un qui essayait de maîtriser les chiens. Celui-là, le chien a dû le mordre. Il y avait un dehors, j'ai entendu demander aux autres, dépêchez-vous. Il y en a un qui essayait de forcer la porte d'entrée, vous avez vu tout à l'heure, qui essayait de forcer la grande porte d'entrée, d'où les poum 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 que j'ai entendu dehors. Quand j'allume, il a replié, il est monté, et celui qui essayait de casser la voiture, de mettre le feu à la voiture, et au compteur électrique, lui, comme il ne réussissait pas à mettre dans le capot, il a donc cassé la vitre, il a mis le feu. D'où la grande flamme qui est sortie. Comme j'ai commencé à crier, appeler au secours, ma femme, tous les enfants se sont réveillés, on a commencé à crier. Le directeur de la publication de la Tribune de l'Est ne passe pas par 4 chemins pour parler d'une tentative d'assassinat et que c'est bien sa personne qui était visée par cette expédition punitive. Parce que l'échelle par laquelle ils sont montés, il y a un deuxième échelle derrière là-bas. C'est-à-dire que c'est une opération montée par au moins 5 personnes. Il y a celui que le chien agressait, qui devait être armé parce qu'il a sorti quelque chose et l'autre a dit pas encore. Il a remis quelque chose qui était un pistolet ou un fusil. C'était long, ça ne ressemblait pas vraiment. Ou c'était un pistolet prolongé de quelque chose. Ils avaient des bottes, les bottes des hommes en tenue, des bottes là, des chaussures en toile des hommes en tenue. Ils avaient des cagoules et ils avaient des sortes d'habits de mécaniciens. Et ils ont sauté. Le dernier a sauté, a dit, dernier avertissement. Il est monté, il est parti. J'ai entendu la voiture a démarré, boum. Chantal Roger Tuilé, qui revient de loin, dit désormais craindre pour sa vie, ainsi que celle des membres de sa famille, qui ne sont pas prêts d'oublier cette nuit fatidique. Voici le reste de l'essence qu'ils ont amené, qui est tombé des mains du deuxième, qui a essayé de forcer la porte. Parce que je crois qu'il fallait brûler également à l'intérieur de la maison.
Le directeur de publication de la Tribune de l'Est, Chantal Roger-Tuilé, croit savoir les mobiles de cette tentative d'assassinat, au-delà de porter atteinte à son intégrité physique. Il affirme que les assaillants souhaitaient faire disparaître des documents confidentiels en sa possession et susceptibles d'être utilisés lors des procès en instance dans les tribunaux. Je vous propose de l'écouter. Je sais que nous allons au tribunal lundi, que nous avons tous les documents, que j'ai dit au monde entier que ma vie était en danger, que voilà ce qu'il en court de soutenir les autorités. J'ai pris sur moi de dénoncer des vols à ciel ouvert. Je ne sais pas pourquoi les autorités du Cameroun peuvent me laisser sans protection, peuvent laisser qu'on tue mes enfants, qu'on m'agresse en pleine nuit, qu'on peut laisser qu'on me porte 5 plaintes, parce que j'ai 5 plaintes au tribunal. La première doit passer lundi. Comme nous avons des documents accablants, il faut que ces gens sachent qu'on ne peut pas garder les documents dans un domicile, que les documents se trouvent chez mes avocats, que les documents sont déjà chez le médecin du chef de l'État, que les documents sont déjà chez Ngongo Ferdinand, et que ces documents ont été déposés chez M. Laurent Esso en personne vendredi dans son cabinet. Que parallèlement, ces documents sont déjà également chez M. Efoudou Després des services de renseignement du centre. Ce n'est pas la peine de venir tuer Tuilé. De toute façon, la justice poursuivra son cours. Rappelez-vous de Koum Koum qui est mort. Rappelez-vous de Bibi Ngota. Rappelez-vous de tous les autres. Eh bien, à cette liste, vous auriez ajouté Tuilé ce matin. Il réclame aussi justice. 1 an après la catastrophe ferroviaire d'Ezeka, cet épisode douloureux reste encore vivace dans la mémoire des victimes rescapées et des nombreuses familles ayant perdu des proches. Ce soir, Equinox Télévision vous transporte sur les rails d'un drame national survenu le 21 octobre 2016. Tout était parti de la rupture sur la route nationale numéro 3 entre Douala et Yaoundé. Personne n'imaginait que c'était le point de départ d'une catastrophe ferroviaire, la pire que le Cameroun n'ait jamais connue. Le rappel des faits avec Séverin Tchouban et Flavien Dongo. Vendredi 21 octobre 2016. Il est environ 7 heures. Les réseaux sociaux sont inondés d'images annonçant la coupure de l'axe Douala-Yaoundé au lieu d'Imanaï. C'est à la suite d'un effondrement des bus. Vite fait, la nouvelle annonçant l'effondrement de la route va au-delà des réseaux sociaux et tombe dans les oreilles des autorités locales, ensuite celles des membres du gouvernement qui arrivent à Manaï les uns après les autres. Las d'attendre, les véhicules de transport en commun sont obligés de ramener les passagers au point de départ. Du coup, l'on observe une véritable ruée vers la Camraï et Camerco. Et c'est à ce niveau que le ministre du Transport entre en scène. Le tout dans le but de faciliter la mobilité des passagers. Je prescris à la Camaraï, compte tenu de la gravité de la situation, de mettre en œuvre des mesures spéciales additionnelles pour accroître la capacité de ces trains. À la gare ferroviaire de Douala, tout comme à Yaoundé, les populations se bousculent. Chacun veut rallier sa destination. Entre-temps, la proposition faite à Camraï par le ministre des Transports se met en place et le train connaît un grand retard.
Des témoins racontent qu'il n'est pas parti de Yaoundé à 10 h comme il est de coutume. Le départ a plutôt lieu aux alentours de 11 h et poussière, avec un peu plus de 15 wagons et environ 3000 passagers à bord. Dans les témoignages, on apprend que le départ du train 152 de Yaoundé pour Douala était très lourd. Il y a eu plus de voyageurs debout qu'assis. Et les passagers étaient debout. À côté de moi, comme ça, il y avait au moins 8 personnes debout pour quitter Yaoundé. Donc nous étions environ 1500 dans ce train, dans ces wagons. Sans compter ceux qui n'ont pas payé. Et ceux qui n'ont pas payé étaient plus de 1000, étaient plus nombreux que ceux qui ont payé. Moi j'ai payé 3000, oui, on peut estimer à 3000. Le train était surchargé, vous comprenez? Le train était totalement surchargé. Intercity s'est immédiatement transformé en train à grande vitesse. Quelques passagers racontent qu'avant la gare des Eka, quelques signes de détresse étaient perceptibles. Au niveau de Bomaloumé, là se trouvent les viaducs, le train a commencé à freiner. Parce que c'est à cet endroit que nous étions tombés, je crois qu'il n'y aurait personne ici. Le train Intercity, long de plus de 15 wagons, a pu traverser les tunnels et surtout le viaduc. Le tunnel, c'est 4 km. C'est ça qu'on fait par le tunnel de la mort. Certains survivants s'accrochent à leur téléphone pour alerter les familles. Une fois encore, les réseaux sociaux sont mis à contribution. Le monde entier est alerté. Le plus grand accident ferroviaire du Cameroun vient de se dérouler. C'est un vendredi noir. Sur le site du drame, les dégâts sont énormes. Les victimes sont méconnaissables. La vraie boucherie humaine. Le bilan officiel des victimes de cette catastrophe ferroviaire des Eka a ignoré la douleur des familles ayant n'ayant jamais retrouvé le corps de leurs proches. Pourtant, passagers de ce train de la mort, aujourd'hui leur vie a basculé dans un enfer où les nuits cauchemardesques s'enchaînent avec le cœur meurtri d'injustice. C'est le cas de la famille Poidina, dont l'un des enfants s'était retrouvé dans ce train 152 ce 21 octobre 2016. Jusqu'aujourd'hui, cette famille n'a pas retrouvé le corps
de l'un de leurs proches qui était dans ce train. Elles racontent leur calvaire dans ce reportage de Farel Bounia et Étienne Pascal Azégué. Cela fait 1 an que la famille Mpoadina n'arrive pas à faire le deuil. 1 an qu'elle est toujours sans nouvelles de leur fils Joseph Tonga, qui était à bord du train 152 de Camraï le 21 octobre 2016, le jour où tout a basculé à Ezeka. C'est avec beaucoup de peine et de douleur que le frère cadet du porté disparu évoque le sujet. Vivre avec une disparition d'un être cher, c'est très difficile. Nous sommes africains, nous tendons à nous rendre à la réalité, à l'évidence que notre frère est décédé. Mais vous savez, quand vous avez, entre guillemets, un décès et que vous n'avez pas pu faire un deuil, ça rend la situation encore plus difficile. L'on se souvient qu'à la suite de cette catastrophe d'Ezeka, le président de la République avait décidé du déblocage d'1 milliard de francs CFA pour l'indemnisation des victimes. La famille Mpoadina dit n'avoir encore rien reçu de cet argent. Je précise que nous n'avons pas été indemnisés à ce jour. Le montant à répartir dont vous parlez, décidé par le président de la République, nous ne sommes même pas au courant de toutes les tractations, de tout ce qui se fait derrière. Même la société ferroviaire, qui avait été reconnue responsable du drame d'Ezeka, est restée muette jusqu'à ce jour à la douleur que traverse cette famille. J'avoue, il faut le reconnaître, qu'ils nous ont mis à disposition un soutien psychologique. Ça, Camraï a pris en charge. Et je le dis haut et fort. Et notre famille est reconnaissante parce que ce soutien psychologique a porté ses fruits. Aujourd'hui, les uns et les autres dans la famille se sentent mieux. Mais en termes d'indemnisation, c'est le silence total. Si tout espoir de retrouver encore en vie Joseph Tonga s'est dissipé, la famille souhaite tout au moins rentrer en possession du corps. Et nous avons par exemple formulé le vœu de réaliser des tests ADN sur les corps, parce que nous avons appris qu'il y a encore environ 3 ou 4 corps dans les morgues à Yaoundé. Nous avons formulé le vœu que soient réalisés des tests ADN pour éventuellement retrouver le nôtre. Nous avons écrit, j'ai les lettres avec moi, depuis le mois de janvier 2017. Nous sommes en octobre, aucune réponse. Le bilan officiel dressé par les pouvoirs publics du déraillement du train 152 le 21 octobre 2016 était de 79 morts et 600 blessés. Et le chef du gouvernement vient de définir les critères d'attribution de l'appui présidentiel d'1 milliard de francs CFA destiné à l'assistance des victimes de la catastrophe ferroviaire d'Ezeka. D'après le texte rendu public ce vendredi, 3 catégories de personnes sont bénéficiaires de cette assistance financière. Il s'agit des personnes victimes de cette catastrophe ayant survécu avec des préjudices corporels et pouvant justifier d'une incapacité temporelle totale ou d'au moins 1 jour, hormis les personnes ayant subi un préjudice psychologique ou matériel. Deuxième catégorie de bénéficiaires, les ayants droit des personnes décédées dans cette catastrophe ferroviaire d'Ezeka, et à titre exceptionnel, les ayants droit des personnes disparues dans le cadre du drame ferroviaire d'Ezeka, qui peuvent bénéficier de l'assistance d'1 milliard de francs CFA mise à leur disposition par le chef de l'État. La liste des personnes bénéficiaires doit être publiée lundi prochain selon un texte signé du secrétaire général des services du Premier ministre qui évoque également les différents critères et documents qui doivent être fournis par les potentiels bénéficiaires de l'assistance d'1 milliard de francs CFA qui est donc donnée par le chef de l'État, et rien n'a été dit sur les indemnisations de ces personnes. Dans le reste de l'actualité, Atta Robert annonce sa candidature à la présidence de la FECAFOOT. Il compte ramener Samuel Eto'o et également Carlos Kameni, dont la tanière des Lions Indomptables. Il était face à la presse à Yaoundé. Compte rendu, Ike Cyril. Revoici Atta Robert. Comme il y a 2 ans, le directeur technique national adjoint numéro 3 annonce sa candidature à la présidence de la Fédération camerounaise de football. Atta Robert justifie sa candidature cette fois par le travail abattu par le comité de normalisation. Qu'est-ce qui m'a poussé d'accepter même ma candidature par rapport à ça? Parce que je vois que le comité de normalisation qui est mis en place est en train d'appliquer les sentences dont je vois qu'il n'y aurait plus de problème dans les élections qui viennent. C'est pour ça que j'ai accepté de déclarer ma candidature et partir aux élections. La candidature déclarée, Atta Robert annonce également son plan d'action.
Nos équipes, ils jouent sur la terre battue, sur le caillou, dans la boue. L'organisation d'un championnat professionnel. Notre championnat n'est pas professionnel. Notre championnat, notre football n'est pas professionnel. On ne peut pas parler de football professionnel qu'un joueur de Elite 1, Elite 2 ne peut pas toucher 100 000 par mois. On doit reformer, faire la réunion, former les dirigeants du club. Tu ne peux pas prendre un dirigeant qui est amateur, de lui dire j'ai une équipe professionnelle. Il ne peut pas. Sur la gestion financière de la FECAFOOT, le candidat déclaré veut montrer patte blanche. Je vais veiller que l'argent que FIFA met pour le développement du football à la base, on va investir ça là-bas. Je suis l'enfant d'un pasteur chrétien. Je ne viens pas là-bas pour voler l'argent. Je ne suis même pas intéressé. Je vais investir l'argent de football là où il faut investir. La question des lions indomptables préoccupe également Atta Robert. S'il vous plaît, madame et monsieur, dis-moi la raison que Kamini Kalous ne joue pas dans notre équipe nationale. Dis-moi pourquoi Eto, fils Samuel, ne joue pas dans l'équipe nationale. Je prends la fédération aujourd'hui, là, le lendemain, première sélection, le nom d'Eto, premier nom, chez les attaquants, le nom de Kameni, premier nom, chez le gardien du but. Atta Robert veut mettre fin à ce qu'il appelle le marchandage des places à l'équipe nationale de football du Cameroun. Une gestion saine de la FECAFOOT et la professionnalisation du football camerounais font également partie du plan d'action du directeur technique adjoint numéro 3 qui brigue la présidence de la Fédération camerounaise de football. Un public reportage dans ce journal, la prestigieuse école Piquet Focam Institute of Excellence vient de célébrer ses nouveaux diplômés en management et ingénierie industrielle déjà engagés pour transformer le continent africain. Reportage. Je vous félicite pour votre engouement. Ils sont 44 lauréats, venus pour la plupart du Cameroun, mais également du Mali, du Burkina Faso, du Congo, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée et du Sénégal. Inscrits en banking, insurance, puis audit, en risk management. Ils ont bravé avec succès les épreuves théoriques et pratiques et ont inscrit leur nom en lettres d'or dans le palmarès de la 13e édition de la Business Excellence Academy. Je retiens que la formation a été vraiment intense, ça s'est bien passé, donc c'est plus le savoir-être. Nous avons eu des cours comme Corporate Culture où on nous montrait beaucoup de choses qu'on ignorait sur la vie. Donc c'était vraiment intense comme formation. Le premier sentiment, ce sont des sentiments de joie, d'émotion, de forte émotion. Et principalement, ce que j'ai déjà appris dans cette formation, c'est la valeur du travail et la source de motivation de tout un peu de travail. Ce sont des têtes bien faites qui retournent dans leur entreprise, convaincus de la solidité de la formation qu'ils ont reçue au campus de Piquet Focam Institute of Excellence. Je dois dire que la nouvelle conception nous a donné plus de travail et de transformer tout effort en partie de plaisir. Vous verrez que en transformant chaque effort que vous faites en partie de plaisir, vous trouvez entièrement la volonté d'aller jusqu'au bout de votre effort. C'est vrai que c'était une formation de renforcement de capacité. Et à l'issue de la formation, je ressors avec un bagage de connaissances un peu plus énorme par rapport à ce que j'avais avant. Les résultats obtenus par les lauréats sont à la hauteur des attentes. Surtout qu'il fallait obtenir au moins la note de 16 sur 20 pour être déclaré admis. Lorsque nous avons commencé ces formations en 2013, la moyenne de sortie était 14 sur 20. Et on demandait 70 sur 100. Progressivement, nous sommes arrivés à 16. Le badge qui sort aujourd'hui, pour avoir son diplôme, il fallait avoir au moins 16 sur 20, c'est-à-dire 80 sur 100. Et nous avons eu 71% de succès. Nous avons donc des raisons d'être satisfaits. Le directeur de la Business Excellence Academy ne doute pas que cette nouvelle cuvée sera à la hauteur des attentes de leur entreprise. Nous avons un cahier de charge avec les entreprises. Quand elles nous envoient ces jeunes
elles nous disent le profil qu'ils devraient avoir à la sortie. Et nous travaillons sur la base de ce profil que nous avons arrêté d'accord parti. Maintenant, après cette formation, les entreprises vont les utiliser et nous allons suivre pour voir comment est-ce que ces jeunes se comportent à leur poste de travail. Évidemment, cela nous permet aussi d'apporter des correctifs à ce que nous faisons pour les générations d'après. Comme il est de tradition, les 5 meilleurs apprenants ont reçu diverses récompenses, dont des prix compris entre 250 000 et 700 000 francs CFA, plus un prix spécial de 200 000 francs CFA offert à chacun d'eux par le docteur Paul Fokam Kamonier, fondateur de la Piquet Fokam, Institute of Excellence. Un encouragement à persévérer dans l'effort et le travail, seul gage de réussite. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Ne manquez pas le grand rendez-vous de l'économie juste après cette édition du 20h. Invité de Tendance économique ce soir, le directeur général adjoint de la Banque Société Générale Cameroun, qui évoque les difficultés que rencontre le secteur financier et bancaire au Cameroun. Et juste après, Tendance économique, l'émission Horizon Sport, présentée par Hervé Kemier. Bonne soirée sur Equinox Télévision.